Bonjour à tous et bienvenue sur Synapse. Les marchés financiers semblent croire que nous allons revenir à un monde sans inflation et de taux bas. Est-ce bien le cas? Eh bien, nous allons en discuter avec notre invité Sébastien Barbe, directeur général et directeur des investissements chez Montpensier Finance. Mais avant de commencer cet entretien, petit rappel, nous sommes une chaîne indépendante et nous avons donc besoin de votre soutien. Pour l'apporter, c'est très simple, il suffit de vous abonner, de commenter les émissions, de les partager et de mettre un pouce vers le haut si vous les appréciez. C'est très important pour le référencement. Dernière parenthèse, avant de rentrer dans le vif du sujet, la production de cette émission a été rendue possible grâce au concours d'un sponsor, Or.fr, que nous remercions et dont les services méritent d'être découverts par tous ceux qui souhaitent investir dans les métaux précieux. Or.fr s'adresse aux particuliers, entreprises et institutionnels qui souhaitent placer une partie de leurs fonds dans l'or ou l'argent physique. Les lingots et pièces proviennent de raffineurs certifiés par la LBMA, le marché international de Londres, ce qui garantit l'authenticité et la qualité des produits. Or.fr propose une solution haut de gamme permettant la détention directe sans intermédiaire de métaux précieux. Le stockage sécurisé s'effectue en votre nom propre dans des coffres hors du système bancaire à Zurich, Toronto, Singapour et New York. Avec Or.fr, vous bénéficiez d'un accès direct au coffre pour inspecter ou retirer votre stock. Or.fr garantit la liquidité de l'investissement en rachetant les métaux conservés dans les unités de stockage. Pour en savoir plus, cliquez sur le lien qui apparaît dans la vidéo et qui figure dans la description. Sébastien, bonjour. Bonjour Vincent. Alors comme je disais en préambule, on nous dit que aujourd'hui investir dans l'obligataire est une sorte d'évidence, après le krach que le marché des taux a connu, que du côté des actions, la voie est libre, puisque des baisses de taux ne manqueront pas de se produire. Alors est-ce que l'on a raison de croire au retour au monde d'avant, tout simplement, c'est-à-dire un monde sans inflation et de taux bas, un monde que beaucoup imaginent du reste déflationniste en raison du vieillissement de la population, et on a tous en tête l'exemple du Japon. Ben, ça fait beaucoup de questions. Pas mal de questions en une. On va essayer d'y répondre une par une. Déjà, première remarque, si je puis me permettre, c'est quand un marché devient évident, c'est qu'il faut commencer à être prudent. Parce que ça veut dire que dans les prix des actifs, on a mis l'évidence et donc on est soumis, ça ne marche pas à chaque fois, mais enfin on est soumis à la moindre surprise et donc il faut faire un peu plus attention. Dans ce que vous disiez, il y avait, est-ce qu'on revient déjà au monde d'avant sur l'inflation? Et puis après on regardera sur le niveau des taux longs, parce que le corollaire c'est le niveau des taux longs. Alors le monde d'avant de l'inflation, déjà c'était quoi? C'était, je vous rappelle, c'était un monde où la mondialisation jouait à plein. J'ai l'impression que c'est un peu derrière nous. C'était un monde où on avait mis les taux très bas, où on avait mis le coût du capital donc très bas. On a permis finalement l'essor des boîtes non profitables et tout ça. Et ça, j'ai l'impression que le coût de l'argent a un peu changé quand même. C'est aussi un petit peu derrière nous. Et puis c'était un monde, et ça c'est très important à mes yeux, où pour chaque travail supplémentaire dans le monde, on avait quelqu'un, la population en âge de travailler augmentait, et donc on avait toujours quelqu'un pour faire la quantité de travail marginal supplémentaire. Et ça, c'était d'une certaine façon un vrai cap sur l'inflation. Donc ma première réponse, elle est déjà presque là. Est-ce qu'on peut revenir dans ce monde d'avant? Sans doute, ce sera challengé, puisque ne serait-ce que sur mon dernier point, les deux points d'avance, je pense que tout le monde se fait un avis dessus, mais sur mon dernier point, on est rentré maintenant dans un monde où justement la population en âge de travailler est en train de diminuer. Et je pense que ça change le coût relatif du travail. Donc revenir sur le monde d'avant, sur l'inflation, ça me paraît déjà challenging. Alors il faut rappeler que dans le monde d'avant, parce qu'on l'a en tête, mais c'est toujours bien de rappeler les évidences, on avait la Chine qui a contribué massivement, justement, au développement de cette force de travail disponible. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et vous savez que la population chinoise vieillit et elle a passé le cap d'une population en âge de travailler qui a atteint son pic et qui est en train de régresser. Et ça, c'est quelque chose d'important sur l'inflation. Alors, dans les propos liminaires que je tenais, je faisais référence au Japon parce que c'est l'exemple qui nous est allégué en permanence. On nous dit, regardez le Japon, vieillissement de la population, ils sont pionniers, si j'ose dire, en la matière, et finalement, le Japon est caractérisé par la déflation. Donc,
Pourquoi vous vous inquiétez de l'inflation? Oui, alors ça on l'entend très souvent et c'est encore un débat ouvert. Pour ma part, je considère que le vieillissement c'est inflationniste. Et le Japon est un très mauvais exemple. Premièrement, la déflation au Japon ne vient pas du vieillissement, ça vient d'abord d'une double explosion de bulles de la fin des années 90, une bulle sur l'immobilier, une bulle sur les actions, et en plus c'est peut-être le désavantage du Japon, comme ils l'ont connu en premier, ce dégonflement de bulles, ils n'ont pas su bien la traiter. À l'époque, les banques avaient des participations croisées, la Banque centrale n'a pas fait ce qu'il fallait, n'a pas baissé les taux assez vite, donc on a un vrai choc déflationniste, mais qui est un pur choc monétaire et qui n'a rien à voir avec le vieillissement. Ensuite, bien sûr, le Japon vieillit. Mais qu'est-ce qu'a eu le Japon aussi pendant les 20 dernières années? Le Japon a eu l'essor d'un pays énorme à côté qui était la Chine. Donc quand un pays vieillit et ça manque de main-d'œuvre, on a du mal à trouver les gens qualifiés pour faire ce qu'il faut faire. Mais qu'est-ce qu'a fait le Japon? Il a finalement délocalisé ses moyens de production en Chine, qui ne demandait que ça, puisqu'il y avait tout l'investissement qui se réalisait. Puis le Japon, c'est aussi un pays quand même à part. La Banque centrale, l'État japonais, a fait subir finalement un taux réel à sa population de pratiquement, si on regarde, de pratiquement 4% par an. Mais je pense que si on faisait ça dans les pays occidentaux, enfin le Japon c'est le seul endroit où on peut faire subir 4 de taux réels aux populations jeunes, puisque c'est elles qui la subissent au profit des retraités, sans qu'il y ait de gilets jaunes dans la rue. Parce qu'il y a le respect des aînés, etc. Mais ça a été un vrai appauvrissement relatif des jeunes générations par rapport aux populations vieillissantes. Je pense que c'est pas reproductible. Donc je pense que le Japon est un contre-exemple qui explique que le vieillissement c'est désinflationniste, alors que le vieillissement en réalité c'est inflationniste. Alors c'est intéressant, mais je reprends vos arguments là. Donc l'idée force, c'est tout de même que finalement le Japon a pu bénéficier de l'explosion de la force de travail disponible partout ailleurs dans la région Sur son voisin. pour éviter les pressions inflationnistes du vieillissement de la population. Oui, parce que souvent ce qu'on dit derrière le vieillissement, il y a bah oui mais les personnes âgées consomment moins, etc. Bon, on m'inscrit un peu en faux contre ça parce qu'elles consomment différemment, c'est sûr, mais on a tous autour de nous des gens d'un certain âge qui, arrivés dans leur très vieil âge, ont presque un taux d'épargne négatif. Ils consomment évidemment plus de services de soins de santé, des EHPAD à la fin bien sûr et tout ça, que des services de loisirs, j'en conviens. Je rajoute à ça qu'en plus, la consommation des personnes âgées est plus intensive en main-d'œuvre. Besoin de services. Alors bien sûr, il y a l'intelligence artificielle, bien sûr, il y a la robotisation, qui sont sans doute des remèdes à des métiers que les gens ne veulent plus faire aujourd'hui quand ils sont jeunes. Donc c'est quand même assez paradoxal. C'est-à-dire qu'on va avoir besoin de plus de gens pour s'occuper des aînés, mais nos jeunes n'ont pas envie de s'occuper nécessairement de nos aînés. Donc il faudrait faire appel à de l'immigration, mais là aussi ça pose d'autres questions de société. Et puis de toute façon, comme tous les pays occidentaux sont dans la même situation, eh ben, ce problème il est un peu généralisé. On n'a pas véritablement de solution. On a juste quelque chose. On parle de l'offre et la demande sur les marchés financiers. Bah, l'offre de travail relative à la demande de travail se déforme en faveur du jeune salarié, point. Et donc ça, par définition, ça ne peut pas être déflationniste. Donc là, si je comprends bien encore une fois, le Japon a finalement profité de sa situation de pionnier, puisqu'il s'est retrouvé dans une phase avancée de vieillissement de sa propre population, alors que le reste du monde, lui, ne connaissait pas encore le vieillissement. C'est bien résumé, il était tout seul dans son cas de figure, il avait la Chine à côté de lui, donc il a pu absorber finalement ce vieillissement et vivre ce dégonflement de bulles, hein, parce que la déflation du Japon, encore une fois, c'est pas le vieillissement, mais c'est la bulle financière énorme qu'ils ont connue à la fin des années 90. Alors on peut vous objecter aussi, Sébastien, que très bien, le cas japonais est un cas à part. Néanmoins, on a des réserves de main-d'œuvre avec l'Afrique et l'Inde qui pourraient se substituer à la Chine. Bah alors, c'est une vraie question ouverte. C'est une vraie question ouverte. L'Inde, d'ailleurs, qui est au plus haut, hein, en termes boursiers, ça peut être effectivement un relais de ce point de vue-là. Mais l'Inde, c'est pas la Chine, c'est un pays compliqué, c'est un pays avec différentes régions, c'est un pays où il y a la démocratie, ça se gère pas de la même façon. Donc il y a quand même de vrais doutes sur cette capacité de l'Inde à fournir cette main-d'œuvre correspondant en tout cas à la demande. Et puis le petit Indien, dans un monde qui se démondialise, pour s'occuper de mes parents quand ils seront vieux, ça va pas le faire. Ça, c'est un premier élément. Et puis l'Afrique, effectivement, peut être aussi un élément de réponse
La vérité est sans doute entre les deux, parce qu'il y a 54 pays en Afrique. C'est très différent d'un seul pays qui s'est organisé pour construire un outil de production comme la Chine l'a fait, qui à mon avis est assez unique dans l'histoire. Mais je retiens le point, ce sont des points qui peuvent effectivement faire peser à la baisse sur le coût vraiment du travail. Donc il y aura un impact sans doute positif dans le contrôle de l'inflation, mais néanmoins on ne peut pas s'attendre aux mêmes effets que la Chine a produit, puisque la Chine est un État autoritaire, centralisé, et qu'elle peut contrôler en plus les flux de population internes, les migrations internes, pour gérer tout ça. On a tous conscience de ça. Je pense que ça a été, ce que la Chine a pu faire n'est pas réalisable si facilement dans d'autres zones qui ont des démographies importantes. Bon, en clair, vous voyez tout de même un monde plus inflationniste, consubstantiellement, aujourd'hui qu'hier. Oui, franchement. Ok. Mais alors, dans ce monde-là, quid des taux? Est-ce que les taux, finalement, sont condamnés à être plus élevés? Alors, c'est une question corrélée, mais qui n'est pas 100% corrélée. Si je puis me permettre, Vincent, si on parle des taux longs, les taux courts, c'est la Banque centrale, chacun peut avoir son avis de quand est-ce que la Banque centrale européenne, par exemple, baissera ses taux cette année, et à quel rythme. Les taux longs, finalement, si on regarde bien, subissent trois forces, on va dire trois familles de forces. Première, c'est justement les banques centrales, par leur capacité d'agir, de monter les taux ou de les baisser, et donc par le jeu d'anticipation sur la courbe des taux. Mais elles jouent aussi sur les taux longs. On sort quand même d'une période où il y a eu le quantitative easing, ça a quand même fait baisser les taux fortement. Là, on est dans une période de quantitative tightening, toutes choses égales par ailleurs, les taux sont censés remonter par rapport à ça. Alors, quantitative tightening, on reprécise, c'est la réduction du bilan des banques centrales. On peut le résumer comme ça. On a fait la planche à billets, et là, on en reprend un peu. On est dans cette phase-là. Il y aura le temps que ça dure, mais enfin, c'est l'instant. La deuxième chose qui agit sur les taux longs, c'est justement cette notion d'inflation. On vient d'en parler, mais je vais citer Vincent Mortier, que j'ai vu sur Synapse, sur les réseaux sociaux, qui est intervenu, que j'écoutais une présentation la semaine dernière, qui disait sur l'inflation, et je trouve ça très juste, indépendamment du fait qu'on pense que ce sera plus haut ou plus bas, c'est que ce qui est possible que l'on ait à vivre, c'est une inflation plus volatile. Parce que ce qu'on n'a aussi pas connu dans les 20 dernières années, c'est que l'inflation n'était pas volatile. Là, on pourrait avoir des phases de hausse, des phases suivies de phases de baisse, et ainsi de suite. Mais normalement, sur un actif financier, si je subis ça, je vais demander une prime de risque. Demander une prime de risque par rapport à ça. Bon, on va y revenir. Parce que le troisième point, c'est presque comme la quantité de travail par rapport à la demande de travail, l'offre de travail par rapport à la demande, c'est la même chose sur les obligations. Sur les taux longs, c'est les obligations. Donc c'est la différence entre ceux qui achètent, qui placent leur argent sur les obligations, et ceux qui en vendent, c'est-à-dire les émetteurs. Or, on est tous rentrés, ça fait quand même la une des journaux plein de fois, dans un monde où il y a de plus en plus de déficits, où il y a de surcroît un coût du déficit qui est plus important. Quand les taux sont montés à 5 aux États-Unis fin septembre, on se disait, oui, il y a un vrai problème sur la dette américaine, on ne sait pas comment tout ça va finir, donc ça mérite une prime de risque. Or, si on regarde le graphique qu'on va mettre en incrusté, cette prime de risque, en fait, on sait la calculer. Il y a plusieurs modèles, en réalité, Vincent, pour la calculer, mais on peut déterminer, en réalité, avec des modèles mathématiques, à partir des taux courts, le taux théorique 10 ans. Le taux théorique 10 ans, on peut le comparer par rapport au taux constaté. Et donc, on regarde quelle est cette prime de risque par rapport au taux 10 ans. Il y a plusieurs modèles qui existent, il n'y a aucun modèle qui est parfait. Moi, j'aime bien le modèle ACM, surtout parce qu'il est disponible sur Bloomberg en temps réel. Et quand on regarde ce modèle, on a un peu ce qui s'est passé sur la période récente sur les taux d'intérêt. La prime de risque a remonté. C'est vrai qu'en septembre, on s'inquiétait de la dette américaine. On s'inquiétait que, voilà, à 5% de taux, comment on va faire il y a un déficit est abyssal, le coût de la dette augmente, etc. Depuis, au quatrième trimestre, les taux ont fortement rebaissé. Cette prime de risque s'est dégonflée. On est même revenu légèrement négatif, puisqu'on est à moins 0,16 quand je regardais Vincent ce matin. Donc, mais si on regarde cette courbe rouge, celui qui nous regarde pourrait dire, bon, ok, ça a remonté, ça descend, on est revenu à peu près à la moyenne, donc tout va bien. Par contre, si on prend un peu de recul et qu'on regarde cette même courbe rouge sur les 60 dernières années, donc cette prime de risque du marché obligataire, la prime de risque du taux long par rapport au taux court, sur les 60 dernières années, peut-être que l'anomalie, en fait, non, c'était les 10 dernières qu'on a vécues là, parce qu'on a eu le quantitative easing et qu'on a eu des primes de risque négatives. Normalement, sur les marchés financiers,
qui dit risque dit prime de risque positive. Et on a connu une période, on s'y est habitué, de prime de risque négative. Et donc, sans dire qu'on va revenir tout en haut, la simple prise en compte de l'historique de 60 ans d'une prime de risque sur le marché de taux normal ne dit pas, comme on l'a dit en introduction, le marché obligataire, et c'est maintenant qu'il faut y aller parce que on ne le verra pas à ce niveau-là encore longtemps. Oui, parce qu'il faut qu'on explicite bien les choses. Si la prime de risque augmente, ça veut dire que le prix des obligations doit baisser pour que les taux des obligations progressent. Voilà, les obligations, c'est comme ça, c'est à l'envers. Si les taux montent, les obligations baissent, et pour que les obligations montent, il faut que les taux baissent. Oui. Et donc, effectivement, ça, ce graphique nous fait prendre du recul, nous fait prendre conscience que si le monde d'avant n'est pas comme avant, que si l'inflation est un peu plus volatile, que s'il y a un peu plus de déficit, etc., il est sans doute probable qu'on ait une prime de risque. Attention, Vincent, parce que ça ne veut pas dire que les taux ne peuvent pas baisser. Si on a une récession, ce n'est pas le scénario central, mais si on a une récession dans les trimestres qui viennent, les taux, bien sûr, vont baisser. Mais ce graphique tente à montrer que le marché a une certaine fragilité, en particulier si nos auditeurs ne jouent pas dans leurs allocations une récession. Bon, ça veut bien dire, encore une fois, qu'il ne faut pas aborder le marché obligataire les yeux fermés et se dire c'est une évidence. Finalement, c'est ça que vous contestez. C'est exactement ça. C'est quand ça devient évident, il faut se méfier. Alors, ça veut dire en substance que le marché vous paraît trop confiant aujourd'hui? Quel marché? Le marché obligataire. Et est-ce que le marché action ne l'est pas aussi? Alors, c'est une bonne question, parce que le marché obligataire, encore une fois, si on a une récession, les obligations vont continuer de payer. Voilà. Moi, je pense qu'on n'en aura pas, en tout cas, ce n'est pas le scénario central, mais le marché met une probabilité sur le sujet. Pour tous les auditeurs qui pensent qu'on n'en aura pas, le marché obligataire n'est pas forcément très attractif, je ne dis pas qu'il n'est pas attractif, parce que quand les taux courts sont à 4 et que les taux longs allemands sont à 2, pour faire simple, on sent bien, avec un peu de bon sens, que le marché l'a déjà joué. Ce que je disais, l'évidence a déjà été un peu jouée. Donc un peu de prudence sans doute sur le marché obligataire qui sera sans doute plus volatile, sur lequel il faudra se positionner avec sans doute des fonds un peu moins comme avant, on achète et on attend. Mais il y a des fonds pour ça. Sur la deuxième question qui serait sur le marché qui nous intéresse, ce marché des actions. Là aussi, on peut regarder ce qui se passe dans l'histoire. Et pour le coup, l'histoire est assez bien faite quand on regarde le marché directeur américain, parce que sur ce graphique qu'on va mettre en incrusté, on a le comportement du marché actions US quand la Fed arrête de monter ses taux. Donc à chaque fois qu'elle arrête de monter ses taux, le marché le prend bien et monte, plus ou moins fort, par la suite. La période grisée, là, c'est le constat de toutes les périodes post-dernière hausse des taux de la Fed, qu'on connaît qu'à la fin, bien sûr. Mais évidemment, quand on a l'histoire, on sait faire ce graphique. Donc retenez, je pense qu'on est d'accord sur le point, la Fed a fini de monter ses taux, et c'est normal que le marché, depuis, ait progressé. Ce qui est intéressant maintenant, c'est la prochaine étape, s'ils vont baisser leurs taux, probablement. Et donc on a aussi le graphique, qu'est-ce qui se passe quand la Fed commence à baisser ses taux. Deuxième incrustation. Quand elle commence à baisser ses taux, le marché, avant qu'elle baisse, monte. Après, dans un premier temps, on se dit c'est une bonne nouvelle, il a tendance à monter un petit peu. Et puis après, il y a une vraie dichotomie entre, on a un soft landing, un atterrissage en douceur. Un atterrissage en douceur. Et là, c'est une bonne nouvelle, ça continue de monter. Ou non, cette fois, on s'en prend une, on a une récession, et dans ce cas-là, le marché corrige. Historiquement, le marché corrige. Bonne nouvelle, c'est qu'une récession, donc un hard landing, comme on dit en anglais, ça commence toujours par un soft landing. Le marché n'y croit pas au début, et puis après, il le constate. Donc ça veut dire qu'on a une petite hausse, et ensuite on corrige. Exactement. Mais ceci dit, quand on regarde les courbes, la courbe bleue, la courbe rouge, et quand on reprojette un peu ce qu'on a connu cet été, puis le quatrième trimestre, ça ressemble un peu plus à la courbe bleue qu'à la courbe rouge. Donc on viendrait. Certes. Enfin bon, très bien Sébastien, mais on ne va pas fonder une stratégie d'investissement sur les actions juste à partir de courbes, même si ce sont des courbes historiques. Alors est-ce que vous avez d'autres éléments pour étayer un positionnement en faveur des actions? Oui, je suis d'accord. Peut-être déjà en préambule, je trouve que les actions cotées sont la seule classe d'actifs qui captent l'inflation. Parce que qui c'est qui fait l'inflation? Ce sont les entreprises qui montent leur prix quand elles le peuvent. Donc c'est elles qui le captent dans leur chiffre d'affaires. Il n'y a pas d'autres classes d'actifs qui le captent en réalité. Et je trouve que
que ce soit les institutionnels ou que ce soit les particuliers, la classe d'actifs actions n'est pas assez représentée, notamment si vous adhérez à l'idée que l'inflation sera sans doute un peu plus élevée qu'avant et peut-être un peu plus volatile. Donc dans un patrimoine, il faut plus d'actions, selon vous. En tout cas, c'est ce que je fais pour moi. Donc, pourquoi c'est un bon point d'entrée? Pourquoi c'est un bon point d'entrée? J'ai un super graphique pour vous. Un super graphique avec plein de petits points. Voilà, on voit en incrustation. Qu'est-ce qu'on voit sur ce graphique-là? On voit l'histoire de 120 ans de bourse. Chaque petit point bleu qu'on voit un peu partout correspond à, en abscisse, à un moment donné, le prix constaté du marché. Et pour prendre le prix constaté du marché, on n'a pas pris le PE forward, qui est par définition une hypothèse sur les bénéfices futurs, mais on a pris le price earning, le PE de Shiller, qui est en fait le prix sur les bénéfices des 10 dernières années. Et ça c'est bien parce qu'on a le recul des périodes de cycle haussière, des périodes de cycle baissière, donc on a pour un marché en tout cas quelque chose de sérieux sur le prix. Et puis vous avez en ordonnée, à chaque point, on part donc de cette abscisse, je constate qu'aujourd'hui le prix est de 15 fois, et on va constater la performance réelle moyenne sur les 10 années suivantes. C'est pour ça que mon dernier point, je ne sais pas où il est d'ailleurs, mais le dernier point bleu, petit bleu qui existe, c'est le point qui a été observé en décembre 2013. Et sur le marché américain, en décembre 2013, en tout cas je connais l'ordonnée, parce que la performance c'est 12% par an, moins 3 à peu près d'inflation, donc l'ordonnée c'est 9. 9%. Alors ce graphique est très riche d'enseignements, pourquoi? Parce que, évidemment, le linéage est comme ça, donc plus on achète cher, c'est du bon sens, moins on a de chances de faire une bonne performance dans le futur. D'ailleurs, si on dépasse de mémoire 28 fois, ou 38 fois, 38 fois, exactement. 38 fois, on ne gagne pas d'argent. On est sûr de perdre. On est sûr de perdre. Historiquement, on est sûr de perdre. Et à l'inverse, si on achète en dessous de 12 fois, on est sûr de gagner. On est sûr de gagner. Sur 10 ans. Hein. Sur 10 ans. On garde 10 ans, on ne fait rien d'autre. Hein. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir la courbe rouge, qui est un peu alors, il y a la courbe bleue, qui est la régression de 120 ans de bourse. La courbe rouge, qui est la période où les taux baissent. Donc vous voyez qu'on est plutôt en haut du nuage de points. Évidemment, quand les taux baissent, c'est plutôt inflationniste sur les actifs, etc. Donc c'est plutôt bon. Et on a la courbe verte aussi, qui correspond aux années 70, quand on avait beaucoup d'inflation. Vincent, vous vous en souvenez, on a beaucoup comparé peut-être notre période à cette période-là. Et on dit, ah bah oui, là on est en bas du nuage de points, donc c'est moins sympa. Ceci dit, c'est la période où on a de l'inflation. Et j'ai parlé de performance réelle, donc qui est en plus de l'inflation, qu'on capte souvent avec le dividende, en réalité sur les marchés actions. Oui. Rappelons-le, ce graphique mesure la performance réelle obtenue à partir d'un niveau de valorisation, donc la performance réelle, dans les 10 années qui suivent le niveau de valorisation obtenu. Donc le vrai gain de pouvoir d'achat. Quand c'est au-dessus de zéro, c'est du gain de pouvoir d'achat de mon épargne. Alors, où est-ce qu'on est aujourd'hui? C'est la grande question. Où est-ce qu'on est aujourd'hui? Si on regarde le marché américain, si on regarde le PE forward, le PE forward est à 20 fois, on est presque revenu un peu à la moyenne historique des 10 dernières années. Donc on peut dire que le marché américain, il est cher, mais pas trop cher finalement. Mais quand on regarde le PE de Shiller, il est quand même plutôt sur la droite. Et quand vous regardez le point de départ, parce qu'on est quand même à 28 fois, quand vous regardez le point de départ, ça donne quoi en ordonnée? Ça donne une performance espérée de 3,5%. C'est pas zéro, c'est pas non plus énorme, c'est pas mirifique. Plus de l'inflation, c'est pas mirifique. Quand on regarde le Japon, on est un peu plus bas. Quand on regarde l'Inde, on en parlait de l'Inde tout à l'heure, le marché l'a joué, quoi. Hein, quand on voit, c'est très proche des États-Unis. Ouais. Bon. Quand on regarde le Japon, qui est à 20 fois, ça donne finalement une performance espérée de 4,5. Ce qui est bien pour un Japonais, parce que je rappelle que les taux au Japon sont toujours proches de zéro. Alors attendez Sébastien, je vous reprends. Vous avez dit 3,5 pour les USA, ça ne serait pas plutôt 2,5 compte tenu de la courbe? Oui Vincent, quand je regarde effectivement la courbe, vous avez raison, c'est même maintenant plutôt que 2,5. 2,5 de performance à partir du point constaté d'aujourd'hui. À peu près la même chose pour l'Inde. À peu près la même chose pour l'Inde, même si c'est un pays émergent. Bon. Si on regarde le Japon, un peu plus. Mais ce qui m'intéresse, c'est l'Europe. On est quand même chez nous. Et l'Europe, ça vaut quoi le PE de Shiller? C'est 15 fois. L'Europe, le PE forward, il est déjà 20% en dessous de sa moyenne historique, aujourd'hui. Donc, ok, l'Europe n'a pas beaucoup de croissance, etc. Mais enfin, le marché l'a déjà joué. Mais en plus, en PE de Shiller, il est à 15 fois. Et 15 fois, ça donne quoi sur leurs données? Si je ne me trompe pas cette fois, ça donne plutôt 7%.
Mais si je mets 3% d'inflation en plus sur les 10 prochaines années, ce qui ne me paraît pas un scandale, ça fait quand même 10% par an. Et dans une allocation d'actifs, avoir une classe d'actifs qui rapporte en moyenne 10% par an, bien sûr, peut être en avance, peut être en retard par rapport à ça, ça me paraît quand même pas mal. Et si on regarde la Chine, personne ne veut acheter de Chine aujourd'hui, la Chine est à 9 fois, donc la Chine n'est pas investissable selon un investisseur sur deux. Ça donnerait des performances encore plus importantes si c'était respecté. Je dis en passant, il y a aussi un point vert sur la courbe, c'est les 7 magnifiques. Les fameuses. Les fameuses. Alors ça marche moins bien mon graphique, si c'est que sur des valeurs, bien sûr. Mais les 7 magnifiques, elles ont un peu de chiller de 72. Donc évidemment, ça n'a jamais existé à la hauteur d'un marché. Donc c'est ce qui fait dire aussi que sur le marché américain, c'est super, c'est mieux, ils n'ont jamais de problème, mais c'est plus cher. Bon, en tout cas, à la lecture de ce graphique, je vois qu'on a une opportunité réelle concernant les actions européennes sur le long terme. Je ne parle pas du court terme, je ne parle pas des 12 mois qui viennent forcément, puisque on ne sait pas de quoi demain sera fait. Non. Mais finalement, ce graphique nous dit qu'après-demain, on sait de quoi ça sera fait, finalement. Ouais. Et Vincent, on disait la même chose l'année dernière, à la même époque. On disait les taux après 2022, qui est une année horribiliste sur le marché obligataire, c'est le moment d'en avoir, etc. Mais il valait quand même mieux avoir des actions. Effectivement. Même le CAC a fait 16%, et je ne sais même pas si je compte le dividende. Non, je pense que vous ne comptez pas le dividende, en l'occurrence. Donc, les actions ont commencé déjà à surperformer le marché obligataire déjà l'année dernière. Donc vous voyez une poursuite finalement de la progression des actions, alors pas encore une fois forcément à court terme, mais oui. des actions européennes. Oui, parce que c'est encore une fois la seule classe d'actifs qui capte cette reflation qu'on va devoir vivre. Il faut investir pour la transition énergétique, le vieillissement, tout ça c'est d'une certaine façon plus d'investissement, plus d'inflation. Cette classe d'actifs va la capter. Évidemment à court terme, je ne sais pas si ça va monter ou si ça va baisser, mais sur le long terme. Et en fait, là où on a un travail à faire, vous et moi, c'est que dans l'allocation d'actifs des Français, qu'ils soient institutionnels, parfois à cause de la réglementation, ou qu'ils soient particuliers, il n'y en a pas assez. Alors que dans le monde anglo-saxon, l'allocation d'actifs des actions de monsieur tout le monde est bien plus importante, parce qu'ils ont compris ça bien avant nous. Bon, je vais essayer de synthétiser tout ce que vous nous avez dit, Sébastien. Donc, première chose, et c'est une idée fort intéressante, c'est que vous dites le vieillissement de la population qui est utilisé comme un argument plutôt déflationniste sera, selon vous, inflationniste, parce que l'atrophie finalement de la population active va créer des tensions sur le marché du travail. Qu'on vit déjà. La réfutation de cette thèse, qui est souvent le Japon, pour vous ne tient pas, puisque le Japon a pu bénéficier de la mondialisation en allant chercher de la main-d'œuvre sur les marchés extérieurs. L'investissement japonais, d'ailleurs, a été considérable dans la zone limitrophe. Ils ont mis leurs usines à côté. Voilà, tout simplement. Or, le monde entier rentre dans une période de vieillissement de la population, donc ça veut dire que ça va être beaucoup plus compliqué pour les États qui sont confrontés aux problèmes, toutes les économies développées. On ne peut pas vraiment compter sur l'Inde et l'Afrique, même si ça aura un impact positif par rapport à l'inflation, ça aidera à réduire, mais l'Inde et l'Afrique ne sont pas la Chine, État centralisé qui pouvait dicter sa politique et qui le fait toujours d'ailleurs très aisément, alors que l'Inde est une démographie, l'Afrique, c'est 54 pays, vous l'avez rappelé, donc les conditions ne sont pas du tout les mêmes. Et du coup, l'impact inflationniste sera plus important dans le monde qui vient, ça vous le dites. Du côté des taux, des obligations qui sont présentées comme aujourd'hui une sorte d'évidence ou voire d'opportunité historique, vous dites halte là. Grosso modo, il y a un certain nombre de risques qui ne sont pas intégrés, donc il faut prendre en compte ces risques. La prime de risque doit remonter. On dit la prime de risque a beaucoup remonté, mais si on prend de la distance, finalement, cette prime de risque, elle reste très faible par rapport aux normes historiques. Et donc, si le monde de demain est plus inflationniste, ça veut dire que du côté des obligations, ça va être plus agité. Voilà. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas d'opportunité aujourd'hui, mais ça va être plus compliqué et il va falloir être beaucoup plus agile. Du côté des actions, vous êtes plutôt, finalement, confiant. Vous nous avez montré pas mal de graphiques. Donc, grosso modo, quand la Fed arrête de monter ses taux, c'est plutôt positif
pour le marché. Et puis quand elle commence à la baisser, on a deux scénarios. Soit c'est un scénario de soft landing, et là tout va bien, ça continue de monter, donc soft landing, atterrissage en douceur, hein, pour tous ceux qui me reprendraient sur ce franglais. Et puis si c'est une récession, un hard landing, eh bien là, les choses se gâtent. Donc ça commence à monter parce qu'un soft landing, ça commence toujours par un soft landing avant de se transformer en hard landing. Donc ça monte et puis après on se casse la figure. Mais vous ne croyez pas à ce scénario et vous êtes plutôt confiant pour les actions européennes, particulièrement pour les 10 prochaines années, parce que là, vous nous avez montré un graphique qui est fort intéressant en effet, qui met en relation la performance avec le niveau de valorisation. Et vous dites qu'au niveau actuel de valorisation, eh bien, les actions européennes devraient performer dans les 10 prochaines années. Et vous militez pour une exposition plus forte des particuliers, mais également des institutionnels aux actions. C'est correctement résumé? Franchement, Vincent, je vois que vous m'avez vraiment très très bien écouté. C'est parfaitement résumé. Bon, Sébastien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Abonnez-vous, commentez, partagez et mettez un pouce vers le haut si vous avez apprécié. À très bientôt.